après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec Insit. Et bonjour à toutes et à tous pour ce 16e café de campagne en direct de Spelonca. Spelonca, magnifique petite commune de Corse où nous avons le plaisir d'être à trois. Alors, Élodie, je ne sais pas si je te vois sur l'écran, avec Jean-François Poli, qui est le maire de Spelonca, qui nous accueille ici, où nous avons trois jeunes en service civique et nous sommes en train, avec Élodie, de faire le tour de la Corse et de visiter tous nos dispositifs corse. Et nous avons Déborah, Hugo et Alexandra qui font un service civique qui s'achèvera dans un peu plus d'un mois ici à Spelonca, qui est un très très bel endroit de la Corse, un petit village perché de 270, de presque 300 habitants, pour le dire, selon les organisateurs en Corse. Et je vais passer tout de suite la parole à Jean-François Poli, le maire de Spelonca, qui va nous faire un petit mot d'accueil. Alors, je vais vous le faire en corse. Salute a tutte et a tutti. Donc, bonjour évidemment à toutes et à tous. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Speloncato, donc un petit village perché de Balagne, même de la Haute-Balagne, le plus haut village de Balagne. Donc, je suis ravi d'accueillir Élodie et Thibault. Effectivement, donc, quand j'ai été sollicité par l'association pour accueillir sur le territoire de la commune 2 jeunes en service civique, et puis il s'est avéré qu'il y en a eu 3, j'ai immédiatement accepté parce que ici, nous sommes vraiment, comme tous autour de cette visio, au cœur de la ruralité et donc dans un village où il y a à la fois de la population jeune et de la population âgée. Et donc, le lien intergénérationnel fait par des étudiants dans ce cadre de cet Erasmus rural me paraissait un élément important. Et donc, j'ai soutenu tout de suite la démarche. Le conseil municipal m'a suivi, bien évidemment. Et donc, c'est un plaisir de les accueillir tous les trois. Ils ont fait un travail remarquable. Dans un gros mois, effectivement, ils vont nous laisser. Ça va être un peu difficile, mais bon, ils auront eu une belle expérience et on aura partagé de beaux moments avec eux. Voilà. Merci Jean-François pour ces mots et merci pour ton accueil qui est à la hauteur de l'accueil corse, avec un sens de la fraternité, de l'accueil, de la générosité qui, on le sait, est très très fort. Alors, 16e café de campagne sur les questions d'animation culturelle. C'est un peu, je ne peux pas commencer ce café de campagne en faisant fi un peu du contexte international que nous traversons depuis ce matin, qui est quand même extrêmement douloureux, compliqué. Et je sais ô combien, et nous savons tous ô combien les questions de culture sont importantes, parce que grâce à la culture, nous nous acceptons les uns les autres. Et dans cette période où l'acceptation de l'autre et le droit au peuple de disposer d'eux-mêmes, et je le dis ici d'autant plus en Corse, on sait que c'est compliqué et on le voit que c'est compliqué. C'est parce qu'on est un peu plus musclé, parce qu'on a une armée un peu plus grosse, on se permet des choses douloureuses qui pourront peut-être avoir des incidences, qui vont avoir des incidences dramatiques tout de suite, mais qui peut-être sur le moyen terme, je ne l'espère pas, auront des conséquences encore plus graves. En tous les cas, essayons de continuer à rester debout et après cette longue période de crise sanitaire, s'ouvre une période là de crise militaire et géostratégique. Donc, c'est, ma foi, fort compliqué. Mais il faut continuer à vivre, à se battre et à construire et à co-construire ensemble autour de la question de la culture. Donc, moi, je suis très heureux d'accueillir Sophie, Audrey, Alain, Sacha et Léo qui vont avec nous nous présenter leurs actions et au service de nos territoires ruraux. Voilà, je voulais avoir quelques mots quand même de solidarité, d'une part pour le peuple ukrainien qui traverse des moments difficiles, et puis de se dire qu'on a raison de faire ce que nous faisons aujourd'hui au service de la culture et de nos territoires ruraux, qui sont, comme je le dis à chaque fois, autant de voyages, autant de découvertes, autant de personnes extraordinaires qui tous les jours inventent des solutions pour leur territoire. Et je suis extrêmement fier que la structure Insit puisse se mettre au service de ces héros du quotidien comme Jean-François qui vient de prendre la parole et tant d'autres collègues maires de territoires ruraux. Voilà. Merci à tous d'être là. Nous sommes déjà à 74. C'est un joli score et on va monter encore
Elsa, je te passe la parole. Merci Thibaut. Sur ce café de campagne, on est en partenariat avec nos amis de 1000 cafés et du coup, je vais simplement passer la balle à Sophie Le Gall, qui est directrice de 1000 cafés et qui va nous dire quelques mots sur ce projet. Sophie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as ton micro branché? Il faut que tu branches ton micro, Sophie. Ton micro n'est pas branché, en fait. Ah, là, tu es en train de parler, mais on ne t'entend pas. Toujours pas. Voilà, ça, là, je crois que c'est bon. Mais on ne t'entend pas. Elle est connectée avec, sur le téléphone en même temps, mais du coup, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, d'ici à régler le problème technique de Sophie, basculer sur la deuxième intervenante? Qu'est-ce que tu en penses, Elsa? On peut faire ça. Allez. On peut faire ça. Ça Bon, du laisse le coup, temps à Sophie de... on parlera quand même de 1000 cafés à travers la première intervention, puisque c'est Audrey. Et du coup, Sophie, si ça te va, on essaiera de faire le petit pitch sur 1000 cafés au milieu en espérant que ça marche. Donc, je récupère mes questions parce que du coup, ce n'était pas totalement cet ordre qui était prévu. Donc, Audrey du Café Raget, qui est accompagnée par 1000 cafés. Est-ce que tu es là? Est-ce que ton micro marche? Et si oui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous présenter le Café Raget? Ouais, bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien. Désolée pour le petit bruit en fond, c'est ma vitrine réfrigérée parce que je suis au café. Moi, c'est Audrey, j'ai 32 ans. J'ai ouvert un café dans la commune où j'ai vécu une bonne partie de mon enfance, dans la commune de Chambeuf, dans la Loire, donc dans le 42. C'était vraiment une de mes volontés à moi de reprendre ce type de commerce-là qui allie plusieurs services à la fois, donc autant la partie bar, café, mais aussi tout ce qui est social avec des activités, des animations et différents services tels que l'épicerie ou le dépôt de pain. Voilà, que dire de plus? C'était vraiment une volonté de la commune, mais je pense que Sophie vous en parlera un petit peu plus au niveau du lien que peut se faire entre 1000 cafés et les communes en amont. Mais voilà, c'était vraiment une demande de la commune de Chambeuf de retrouver ce lieu de convivialité parce que le café à Chambeuf était fermé depuis plus d'une quinzaine d'années et il n'y avait plus de commerce en fait dans cette commune qui était un petit peu affiliée à un village dortoir où les gens venaient en fait voilà, tout simplement pour aller jusqu'à leur maison et après repartir au travail. Donc pour la petite histoire, le lieu qui accueillait déjà le café, c'était déjà le Café Raget. Moi, j'ai juste repris le nom historique voilà, pour faire un petit clin d'œil aux anciens du village pour leur faire plaisir. Voilà, pour une petite présentation rapide. Merci. Voilà. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit. Et puis, à la fin de la petite interview, on pourra aussi ouvrir les micros s'il y en a qui veulent poser d'autres questions ou partager leurs témoignages. Du coup, moi, ma première question était, c'est la thématique de ce café de campagne, les animations culturelles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que toi, tu as mis en place au Café Raget, du coup? Ouais, j'ai ouvert le 13 août, donc c'est assez récent. Je n'ai pas encore un an d'activité. Suite à ça, j'ai été beaucoup demandeuse auprès des gens en fait, de la commune, tout simplement voir ce qu'eux souhaitaient voir en place, quelles étaient leurs habitudes, quels étaient leurs talents, quel était leur savoir-faire, parce que c'est quand même important aussi dans ces lieux conviviaux de rassembler et de partager un petit peu ces savoir-faire, de transmettre. Donc moi, ça s'est vu à travers différents ateliers que j'ai pu mettre en place. Donc là, en ce moment, j'ai des ateliers de langue anglaise qui se font toutes les 2 semaines le mercredi sur un temps de fermeture du café. Donc c'est le principe, comme si on était à l'étranger, on passe la porte du café et là on est obligé de parler anglais. Donc c'est une dame de la commune qui anime ce petit atelier sur 1 heure, 1 heure et demie environ. À chaque fois il y a environ 6 à 8 participants pour que tout le monde puisse discuter et voilà, et échanger. À travers ça aussi, j'ai mis en place des expositions. J'ai des murs que j'ai laissés blancs exprès au café pour pouvoir afficher des tableaux, des peintures, des photographies également,
Dans un premier temps, j'en ai eu 2 déjà qui ont été mises en place. Une de Michel Roche, qui est un artiste qui est coté, qui expose dans plusieurs galeries en France et également en Corse, si je ne dis pas de bêtises. Et la dernière, c'était Élise Monteil, donc un autre profil. C'était une jeune étudiante qui est en faculté d'art plastique. Donc voilà, j'ai voulu mettre en avant un petit peu aussi voilà, ces gens de la commune et montrer un petit peu leur talent. Et la prochaine, là, c'est pareil, c'est un artiste de Chambeuf, c'est Macfeb, qui va exposer un petit peu plus sur un style street art. Et là, ça va être totalement différent avec du NFT, de la crypto-monnaie, du métaverse, enfin bref. Voilà, ça sera le 12 mars. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous irez voir sur la page. À côté de ça, je suis en train de voir pour les événements calendaires. Donc, j'ai vu par rapport au Beaujolais qu'il y avait eu une belle demande et une belle réponse aussi de la part des habitants de la commune. La fête des Lumières également, qui a été fêtée dans le village de Chambeuf. On a eu énormément de passages. Voilà, après des jeux de société, des coloriages pour les enfants. En fait, c'est vraiment jouer avec les gens de la commune, voir quelles animations ils veulent voir mettre en place et ensuite essayer d'aboutir sur des ateliers, des animations au travers du café qui est un lieu au final qui est disponible aussi pour eux. Du coup, je vois des questions dans le chat, je peux les poser en direct. Notamment, il y a Paula qui demandait depuis quand tu es installée à Chambeuf. Et alors, je passe trop vite les questions. Il y a Nicolas qui demandait combien il y a d'habitants dans la commune. Et puis, il y a une question aussi sur est-ce que tu as rencontré des problèmes dans l'installation du café et quel est le profil des personnes qui viennent dans le café. Ce qui rejoint un peu ma troisième question qui était est-ce qu'il y a un défi que tu as rencontré dans ton installation et comment tu y as fait face? Ça fait plein de questions en une, mais... Répondre à la première question. Moi, je suis arrivée sur la commune avec mes parents et mes frères en l'an 2000. Donc, ça fait 22 ans maintenant qu'on connaît la commune, on connaît ses habitants. Donc, c'était vraiment un plus pour moi aussi de pouvoir m'installer et de connaître une partie des gens ici. Je ne me rappelle plus la deuxième question. Combien d'habitants dans la commune? Donc, il y a 1700 habitants sur la commune de Chambeuf, 500 dans le bourg vraiment du centre-ville, et après 1200 qui sont un petit peu étendus dans les environs. Mais voilà, 1700 habitants pour la commune. Ensuite, au niveau des défis que j'ai eu à surmonter, déjà, moi, j'ai eu la chance, encore une fois, d'être de la commune. Donc, de connaître un petit peu l'équipe municipale, de connaître une partie de ses habitants. Donc ça, c'était vraiment une chance pour moi et de pouvoir communiquer aussi facilement avec eux sur leurs besoins. Après, les défis à surmonter, c'est d'avoir un lieu attractif, de faire venir les clients, mais aussi de les faire revenir. Donc, répondre vraiment à leurs besoins. Ça, Sophie vous en parlera plus en amont, mais il y a eu des questionnaires qui ont été faits auprès des habitants pour savoir quel type de commerce ils souhaitaient avoir en place dans leur commune. Au niveau des défis à surmonter, c'est surtout gagner en visibilité parce que ça reste une petite commune, donc il faut se faire connaître énormément et tout ça, ça peut passer par du sponsoring, par une communication adaptée à chaque événement également et sur tout simplement le bouche à oreille dans les communes, c'est ce qui fonctionne, je trouve en tout cas le mieux. Voilà. Et le profil des clients que j'ai fait, c'est l'avantage que j'ai aussi et la chance, c'est que c'est multigénérationnel. J'ai autant les enfants qui viennent tout seuls, ça c'est très perturbant au début, mais c'est très agréable de les voir débouler et s'asseoir et boire un petit sirop. J'ai les familles entières, j'ai les personnes âgées qui viennent le matin pour boire leur café ou le petit mâchon du matin, mais aussi qui reviennent le soir pour l'apéro. Et j'ai les jeunes aussi un petit peu de la commune qui commencent un petit peu à se rendre compte qu'il y a un café-bar dans leur village et que c'est peut-être mieux de venir à pied à proximité directement. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Il y a Paula qui demande est-ce que tu es toute seule à piloter tout ça? On a aussi une question sur le modèle économique du café et la taille du café. Alors oui, je suis seule, donc je suis la gérante en fait du café. La mairie me loue le mur. Avoir des extras pour pouvoir m'aider sur certaines soirées, certains événements. Mais sinon, le reste du temps, je suis alone.
Voilà. Le modèle économique, je ne vais pas trop en parler non plus parce que je pense que Sophie, intervenante, enfin présidente de Mille Café, elle va en reparler juste derrière. On a créé les statuts en amont, mais c'est une société qui a été montée. Et le local fait environ une trentaine de mètres carrés, mais j'ai une cour extérieure qui fait 20 mètres carrés également. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on ouvre les micros et que celles et ceux qui le souhaitent puissent en poser d'autres, qui était, est-ce qu'il y a des ressources, des dispositifs d'accompagnement, des choses que tu conseillerais à des gens qui voudraient se lancer dans une aventure similaire ou même juste un conseil que tu aimerais leur donner? Ouais. Moi, je me suis rapprochée au niveau des aides pour la partie concert. Bon, déjà, avec 1000 cafés, on a une structure qui va nous aider pour un café tour. Mais là, je me suis rapprochée de GIP, Café Culture, qui permet d'avoir un échantillon un petit peu d'artistes musicaux, soit régional, soit national, et en fait qui peuvent, grâce au biais de certaines subventions, nous donner un petit coup de pouce, parce que quand on a une petite structure comme la mienne, c'est vrai que des fois c'est difficile de dégager un cachet pour les artistes, et c'est une véritable aide, voilà, de pouvoir les faire venir et de pouvoir surtout les rémunérer, parce qu'aujourd'hui les musiciens, c'est pas que au chapeau, il faut aussi savoir que c'est leur métier et qu'il faut, voilà, faut pouvoir leur dégager un salaire également. Donc moi, voilà, je suis en lien avec GIP Café Culture. À côté de ça, si j'ai des conseils pour une aventure similaire, c'est d'oser de se lancer. Enfin, il n'y a pas de secret. Voilà, il faut soigner sa communication, il faut prendre en compte les demandes des gens, des habitants. On ne peut pas se lancer et tout faire d'un coup, il faut y aller par étapes aussi. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de Theodore Roosevelt qui dit que c'est dur d'échouer, mais que c'est pire de ne jamais avoir essayé encore de réussir. Donc voilà, il faut oser, il n'y a pas de secret, hein. Il faut se lancer, de toute façon, au bout d'un moment, on ne va pas rester sans rien faire. Merci. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat par écrit. Du coup, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour les poser à l'oral si vous êtes confortable avec ça. Sinon, je les lirai, mais c'est aussi sympa de voir vos visages. Vous pouvez normalement ouvrir vos micros vous-même et poser vos questions. Je vais me permettre, si c'est possible, comme Audrey est toute seule, quels sont ses jours et ses horaires d'ouverture aussi, parce que ça doit être assez chronophage. Alors oui, après la première année, le but c'est de se rendre visible aussi pour les gens et de voir un petit peu leurs habitudes. Donc moi, je suis fermée les dimanches après-midi et les lundis. Et après, en semaine, j'ouvre à 7h30 parce que je fais le dépôt de pain jusqu'à 12h30, 13h. Puis je réouvre à 16h, juste avant la sortie de l'école, jusqu'à 19h30, voire 21h le vendredi et le samedi soir. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Je me permets également de prendre la parole pour rebondir sur la partie spectacle. Ici au Quesaco à Salèche, on est confronté également aux mêmes problématiques, c'est à dire la rémunération des artistes. Et on est en train de se pencher sur l'obtention de la licence 1 spectacle. Alors je voudrais savoir si peut-être Audrey, vous l'aviez déjà pour accueillir les artistes ou si vous le faisiez uniquement au chapeau. Voilà. Je vous remercie. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des concerts, parce que, encore une fois, j'ai ouvert le 13 août. Et puis, avec le contexte sanitaire qu'on connaît tous, malheureusement, je n'ai pas voulu prendre de devant pour caler des dates et au dernier moment, devoir dire aux artistes, désolé, je ne peux pas vous accueillir. Donc, non, je n'ai pas la licence spectacle. Après, j'ai le contrat avec la SACEM. Et je suis en train de voir pour avoir mon numéro GUSO pour justement faire partie du GIP Café Culture. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, c'est des points où j'ai pas encore toutes les réponses, j'ai pas encore vu toutes les possibilités en tout cas là-dessus. Merci. Audrey, est-ce que c'est viable financièrement? Est-ce que vous avez besoin des ressources du café pour vivre ou est-ce que vous avez des économies? Si je peux me permettre cette question. Au contraire, de toute façon, il n'y a pas de filtre. En fait, en ouvrant le café grâce au biais de 1000 cafés,
on nous assure, on va dire, une trésorerie de base qui va nous aider dans un premier temps à nous assurer un salaire. Donc ça, c'est toujours une sécurité, surtout quand on se lance dans son entreprise. On n'est jamais sûr de pouvoir se rémunérer. Donc oui, pour le moment, c'est viable. Après, je n'ai pas encore un an d'activité. Donc au bout d'un an d'activité, je vais un petit peu revoir mon chiffre d'affaires et ce vers quoi je dois tendre. Mais en tout cas, là, pour le moment, oui, c'est viable. Je me dégage un petit salaire qui me permet de vivre correctement. Je me permets éventuellement. Merci. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sophie, si tu veux répondre à la question aussi sur le modèle économique maintenant, ça fait une bonne transition. C'est une bonne transition et du coup, je me permets, je pense, de représenter un petit peu 1000 Cafés dans son ensemble parce que du coup, le Café Raget fait partie du réseau 1000 Cafés, d'un réseau qui est en construction et du coup, je me permets de vous représenter 1000 Cafés en 5 minutes comme on l'avait prévu, Elsa et Audrey, très rapidement. Top, Elsa, merci. Et ensuite de pouvoir bien répondre dans le détail quel est le modèle économique finalement d'un établissement et d'un café de campagne, enfin d'un café rural dans le réseau 1000 Cafés et comment ça fonctionne. Donc, 1000 Cafés, on est un jeune réseau, on est un réseau qui a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un appel à candidature qui est parti auprès des élus, qui date de septembre 2019 sur vraiment Monsieur le maire, Madame la maire, est-ce que vous voulez réouvrir un café, un bistrot multiservice dans votre campagne et nous, initiative du coup portée par le groupe SOS, qui est le premier groupe d'économie sociale et solidaire du coup en termes de bénéficiaires finaux, c'est la question de voilà, est-ce que vous voulez réouvrir un café et nous, on va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Voilà, pendant la crise, on a ouvert nos premiers établissements. Donc, notre premier établissement a ouvert le 15 mars 2020. Il a refermé malheureusement le jour même s'il a réouvert quelques semaines plus tard sur un format d'épicerie et de vente de plats à emporter. Et donc, 1000 Cafés ouvre des établissements, mais 1000 Cafés accompagne aussi, depuis octobre dernier, des établissements déjà en activité. Quand je dis des établissements, c'est vraiment un café multiservice en milieu rural. Nous, notre philosophie, c'est vraiment celle d'une co-construction. Donc, Thibault le disait tout à l'heure, et je dirais, je pense que c'est les valeurs économie sociale et solidaire dans nos territoires, je dirais, avec lequel, c'est la philosophie, je pense, d'Insit et 1000 Cafés, et c'est ça qui nous anime, et c'est pour ça qu'on a cet échange tous ensemble aujourd'hui. C'est l'idée de se dire, voilà, mobilisation citoyenne, co-construction, et donc là, il y a vraiment un volet, comment est-ce qu'on travaille à 3, élus, les gérants qui sont derrière le comptoir et qui animent leur lieu en chef d'orchestre et une tête de réseau 1000 Cafés sur cela. Très concrètement, qu'est-ce que fait 1000 Cafés une fois, je dirais, qu'on a partagé un peu cette philosophie? 1000 Cafés va identifier, donc parmi les élus qui ont été candidats à cette opération, il y a 1072 candidatures d'élus, on va valider un projet de territoire ensemble. Donc, on se valide un projet de territoire, donc voilà, visite terrain, quelle est la philosophie, monsieur le maire, madame la maire, sur votre territoire. Ensuite, on va accompagner à l'identification de la bonne personne. Donc, Audrey, on s'est rencontrés début 2021 quand Audrey avait été déjà du coup native, je dirais, de Chambeuf, mais il y a aussi des projets où on travaille des projets de déménagement. C'est des personnes qui ne sont pas forcément du territoire et qui vont venir, je dirais, réouvrir un lieu de vie, mais sans être natives. Voilà, c'est de la dentelle sur chaque territoire. Une fois qu'on a identifié la personne, on va investir. Donc là, c'est ce qu'évoquait Audrey tout à l'heure, où en fait, on va porter la charge de l'exploitation tout en garantissant une rémunération pour l'exploitant. Donc là, Audrey, elle est gérant, mandataire de sa structure. Et ensuite, si du coup, on a accompagné avant l'ouverture, on a investi, on va aussi accompagner post l'ouverture. Parce que on sait qu'en fait, aujourd'hui, il y a 26 000 communes en France qui n'ont plus de café. Et ce n'est pas pour rien, c'est que l'activité, en fait, c'est compliqué. Et donc, on doit être, je dirais, tous autour de la table pour pouvoir trouver un équilibre économique. Là, Audrey, ça fait partie d'établissements qui ont trouvé leur équilibre économique, je dirais, rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, comment est-ce qu'on fait une fois que l'établissement a ouvert? Donc là, on va revoir des éléments d'organisation au quotidien, d'appui à l'identification, donc de leviers pour trouver cet équilibre économique. Et le plus important, c'est que la personne derrière le comptoir puisse se rémunérer. Donc là, c'est recherche de l'équilibre. Et ensuite, du coup, s'assurer que c'est un lieu pour tous. Et là, on y vient sur ce café de campagne avec vous, sur finalement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on s'assure que le lieu soit un lieu pour tous. Et la conviction de 1000 Cafés, c'est bien de se dire que la culture est bien un
moyen et un objectif en fait que sans cette culture et sans réussir à faire une programmation culturelle, le lieu ne peut pas être un lieu pour tous. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on appuie sur développer la programmation culturelle. Audrey le disait, il y a des dispositifs qui existent, notamment le GIP Café Culture. Et donc là, par exemple, en tant que tête de réseau, c'est comment est-ce qu'on communique sur des dispositifs qui sont existants. On a fait on a fait connaître le GIP Café Culture dans le réseau pour qu'on puisse avoir du coup tous nos établissements inscrits au GUSO pour qu'ils soient ensuite, puissent ensuite avoir ce coup de pouce du GIP pour rémunérer un artiste en salariat et pas au chapeau. Et ensuite, on met en place du coup d'autres éléments en termes d'animation réseau, type mise en place de mini-tournées. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en place, mais c'est un petit peu l'ambition qu'on se donne pour cette année en construction des mini-tournées à l'échelle d'un territoire. Qu'est-ce que c'est le GUSO? Donc le GUSO, c'est un guichet unique qui permet en fait de pouvoir avoir un salariat. Donc, tout à l'heure, poser la question. Du coup, qu'est-ce que c'est le GUSO? Le GUSO, ça permet à une structure, donc là, les cafés multiservices sont souvent soit en activité débit de boisson ou en activité, je dirais, restaurant, d'un point de vue juridique. Donc, ils n'ont pas la licence spectacle, comme l'évoquait tout à l'heure quelqu'un. Et donc, le GUSO, ça permet, donc c'est une inscription, ça permet de pouvoir avoir du salariat sans être licence de spectacle. Et donc, c'est une inscription pour que le café puisse avoir un salariat pour produire de la musique. Donc, c'est le café qui salarie de manière ultra simplifiée. Donc, très concrètement, comment est-ce qu'un café, comment est-ce que Audrey va pouvoir produire un artiste rémunéré en salariat? Elle va avoir besoin de faire une petite inscription GUSO qui est très rapide. Ensuite, soit elle pourrait décaisser de son activité, financer par elle-même l'artiste. Ce qui dure court présente un coût d'artiste en moyenne pour une journée, un employé salarié, c'est 160 €. Donc ça, c'est bien des chiffres du GIP Café Culture, qui est un groupe d'intérêt public qui aide à la promotion artistique dans des établissements débit de boissons dans le secteur de café-restaurant. Et ensuite, on va avoir du coup l'inscription au GIP, qui est vraiment très simple, qui va permettre d'obtenir un coup de pouce à la rémunération de ce salariat. Et donc, le GIP, qu'est-ce que le GIP permet? Sur 160 €, donc un coût de salariat 160 € par jour, le GIP va abonder 60 €. Donc, c'est vraiment une forte aide. Et ça, c'est des choses qu'on apporte au réseau. C'est important que tous les cafés puissent le savoir. Merci. Est-ce qu'il y a encore deux questions max, parce que le temps file, que ce soit pour Audrey ou pour Sophie, du coup, avant qu'on passe aux intervenants suivants? Est-ce qu'il faut absolument que le café soit multiservice? Lorsqu'il existe déjà des petites structures dans un village, est-ce que pour être accompagné donc par vos soins, par 1000 cafés, faut-il absolument que le café donc soit multiservice? Alors, du coup, on a une vraie croyance comme quoi l'activité de café multiservice va faire en sorte que le lieu soit un lieu pour tous. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre question, mais nous, on est vraiment sur la recréation ou du soutien de lieux de vie. Et donc, la condition, en fait, pour être éligible au programme 1000 cafés, c'est qu'il n'y ait plus de lieu de vie dans la commune. Et pour nous, un lieu de vie, c'est un lieu où il y a un café multiservice. Donc, si vous avez un café sur votre commune, on peut le soutenir. Donc là, il est éligible au programme 1000 cafés pour les établissements qui sont en activité. Et s'il n'a pas encore de l'activité multiservice, donc multiservice c'est très large, ça peut être un point numérique, ça peut être donc avoir accès à un ordinateur et avoir un médiateur numérique qui vient dans le lieu. Ça peut être du coup du dépôt de pain, quelque chose de plus classique que du coup Audrey au Café Ragé. Ça peut être un corner épicerie, donc tout dépend. Mais pour nous, la croyance, c'est qu'il faut développer de l'activité de multiservice pour que le lieu soit vraiment un lieu de vie pour tous, parce que tout le monde va venir y trouver une activité, du service du quotidien. Mmh. Je me permettais de vous poser cette question parce qu'il y a un petit Coxy Market dans cette commune. Il y a un café associatif aussi.
Et moi, je suis encore en région parisienne. Je pars m'installer en Haute-Loire bientôt, là, au mois d'avril. Et je voudrais intervenir de façon complémentaire et pas concurrentielle par rapport à ce qui existe déjà et proposer pas mal de choses différentes. Mais voilà, c'est pour ça que je souhaitais savoir s'il pouvait y avoir éventuellement un accompagnement de 1000 cafés par rapport à mon projet de café solidaire, d'entraide, d'atelier, enfin voilà. Le café est vraiment, du coup, dans une logique d'économie sociale et solidaire. Il y a pas de, enfin, c'est de la complémentarité. Et donc, en lien avec ce que vous dites, restons en contact. Et je vais peut-être redonner la parole à Elsa pour qu'on puisse avancer dans le café de campagne, mais bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les deux. Du coup, je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, mais malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes. Mais je vous invite à prendre contact directement avec Sophie pour 1000 cafés ou avec Audrey sur les questions plus destinées au café Raget. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ces sujets-là. Et je passe tout de suite la parole à Morgane qui va nous parler de microfolie à Saran avec Alain et Sacha. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, j'espère qu'ils ont réussi à se reconnecter. Effectivement, là, on fait un petit saut dans le Gers pour avoir un exemple de microfolie au sein du village de Saran. Donc, la première question que j'aurais à poser à Alain, ce serait de nous partager, si possible, le contexte, l'historique de ce projet de la microfolie. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous voyez, on a un problème a priori avec la caméra, mais vous devez nous entendre. Oui, on ne vous voit pas, mais on vous entend, c'est le principal. Bon, très bien. Merci pour cette invitation. Et comme l'a dit Thibaut en introduction, donc Saran fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France. On est un petit village de moins de 400 habitants, donc il y a un certain patrimoine architectural et on a toujours un petit flot de touristes qui viennent sur le village. Cela dit, nous n'avons pas beaucoup de commerce. Il y a cependant une librairie tartinerie sur le village qui fonctionne depuis un peu plus de 20 ans, donc avec des activités culturelles déjà. Et il y a toujours une tradition dans le village d'activités culturelles. Il y avait un festival médiéval dans les années 80-90 qui n'existe plus. Depuis 2014, il y a un festival lié à l'illustration. Donc voilà, fort de cette expérience et de ces activités, la commune, depuis donc 2014, a développé un projet pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un projet de territoire. Tout d'abord, pour nous aider aussi à avoir des subventions vis-à-vis des différents intervenants, que ce soit l'État, la région et autres. Et on a appelé cela Saran Village d'illustration en lien avec ce qui existait déjà. On a un gros chantier de restauration au niveau patrimonial sur le cœur du village. Et donc, avec tout cela, on nous a présenté le projet Microfolie. Et pour nous, on l'a étudié et on a saisi cette opportunité d'installer cette microfolie dans le village en sachant que cela complétait ce qui existait déjà et renforçait ce que l'on voulait faire. Donc, voilà un petit peu comment la microfolie est arrivée à Saran. Ensuite. Alors, peut-être en 2 mots, parler un petit peu de la microfolie justement de Saran, puisque la microfolie, c'est un dispositif national, mais ensuite, chaque territoire a sa propre mise en place. Voilà, chaque territoire l'adapte un petit peu en fonction de ses moyens, de l'existant sur le village. Et donc, nous, du fait de ces activités culturelles, notamment liées à l'illustration, elle est un peu plus typée vis-à-vis de tout ce qui est activité donc autour du livre, autour de l'illustration. Cela dit, il y a le basique dans les microfolies, c'est toutes les collections nationales qui sont fournies par la Villette. Et ensuite, il y a tout ce que l'on fait autour de ces collections et notamment le rôle du médiateur, le médiateur culturel qui anime la microfolie et qui présente justement des thèmes un petit peu qui lui sont chers ou qu'il préfère. Donc, c'est soit mettre en avant des œuvres d'art ou des thèmes. Donc là, si vous voulez, on peut en parler avec Sacha. Sacha qui est arrivé à Saran avec donc l'installation de la microfolie depuis le 1er avril
2021, si je me trompe, oui, et dans le cadre d'INSIT, puisqu'il était donc service civique, et que nous avons gardé depuis le mois de novembre dans le cadre d'un contrat PEC. Effectivement, je pense qu'il y a de forts conseils à apporter en termes d'animation de ce lieu-là, puisque une fois qu'il est en place, l'idée, c'est de le faire vivre. Donc là, vous nous avez parlé de l'importance du rôle du médiateur. Quel autre conseil pouvez-vous nous partager du coup sur l'aspect animation du lieu? Donc là, je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Pour animer un lieu comme la Microfolie, déjà, l'important, c'est de s'appuyer sur les structures locales qui existent déjà, plutôt que de faire bande à part et d'essayer de faire les choses seul. Comme on le dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, je pense que l'objectif, quand on a une structure comme la Microfolie ici à Saran, c'est de travailler les uns avec les autres. Ça permet de proposer bien plus de projets et bien plus d'activités aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et après, en termes d'animation, eh bien, il s'agit après d'aller chercher aussi les publics. On ne peut pas rester à attendre. Donc, c'est nous, ici à Saran, on a choisi d'axer en fait notre recherche de public, notamment sur tout ce qui est les écoles, les centres de loisirs, donc notamment sur ce qui est la jeunesse du territoire, parce que on ne va pas se mentir, ce qui manque dans le coin, ce sont les activités pour les jeunes sur le territoire. Donc, on a décidé, on a choisi d'axer vraiment les activités sur ce public-là, et on propose donc avec les écoles, avec les centres de loisirs, avec les structures où il y a des enfants, mais aussi d'autres structures, hein. On propose des projets afin qu'ils puissent venir, pas seulement finalement pour voir des œuvres d'art, mais aussi pour pouvoir construire quelque chose. Alors, si je ne me trompe pas, ça fait un peu moins d'1 an que vous expérimentez la Microfolie à Saran. Quel retour justement d'expérience sur ce projet de Microfolie vous en tirez? Je pense qu'il y a plusieurs périodes. Il y a la période estivale, donc c'était au moment de l'ouverture, le premier week-end de juillet jusqu'à fin septembre, où là, on a un public lié aux touristes, aux personnes, alors touristes ou des touristes nationaux, essentiellement nationaux, qui viennent dans la région, ou des touristes toulousains, puisqu'on est à 1 heure de Toulouse. Donc, ce sont des personnes qui viennent sur la journée, essentiellement le week-end, sur Saran. Donc, ce public-là, et ensuite, comme Sacha vous l'a dit, donc on était ouvert tous les jours. Pendant l'été, on était ouvert tous les après-midi, sauf le lundi. Et après, à partir du mois de septembre, on était ouvert les week-ends, samedi et dimanche après-midi, et ensuite sur réservation en semaine pour les écoles et centres de loisirs. Donc, cet été, on a eu à peu près 1000 personnes sur les 3 mois. Donc, on estime que c'est bien pour notre village, pour la fréquentation. Donc, c'est quand même, nous, on considère ça comme un succès. Et ensuite, régulièrement, tous les week-ends, on a plus ou moins, donc, en fonction des conférences, en fonction des animations qui sont prévues, entre 20 et 30 personnes à chaque séance. Donc, j'ai encore une petite question qui concerne du coup un petit peu l'évolution de ce projet, parce que je suppose que vous avez plein d'idées pour la suite. Donc, quelles sont justement les prochaines étapes d'évolution de la Microfolie sur Saran? Donc, l'étape principale, c'est le déménagement, puisque en fait, nous sommes dans un local considéré comme provisoire, mais du provisoire qui va durer quand même 2 ans, puisqu'en parallèle, on restaure un bâtiment qui est au cœur du village, donc dans lequel nous installerons la Microfolie au rez-de-chaussée, donc sur un espace de presque 200 mètres carrés. Alors là, on a à peu près 300 mètres carrés, c'est déjà pas mal, mais ça va donner un nouveau souffle à la Microfolie. L'espace sera plus facilement aménageable pour également d'autres activités, comme l'a dit Sacha, quand on a des écoles ou des centres de loisirs qui viennent. Donc, il y a la partie grand écran avec la diffusion des œuvres sur les grands écrans, mais il y a la partie réalité virtuelle. Et il y a également tous les ateliers que l'on peut faire en prenant prétexte avec des œuvres ou autres. Donc, ça permettra d'avoir plus de place et de confort de travail pour les groupes. Je pense que ce qui sera aussi intéressant, c'est que la Microfolie, à ce moment-là, pourra faire le lien aussi entre l'extérieur et l'intérieur du village. Parce qu'en fait,
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Saran, si vous tapez sur Internet, vous verrez à quoi ressemble le village. C'est un village qui est bâti autour de l'église notamment. Et donc, on a quand même les activités, notamment des artisans, qui sont à l'intérieur du village de Saran. Et aujourd'hui, en fait, eh bien, les gens vont souvent à l'intérieur du village et sans prendre le temps d'aller voir à l'extérieur. Alors qu'à l'extérieur, il y a aussi des choses à voir, comme par exemple la microphobie, bien sûr. Et en fait, ce sera une bonne occasion, je pense, aussi pour faire le lien justement entre l'intérieur et l'extérieur du village, afin que le village puisse aussi s'ouvrir. Je pense que ce sera une bonne chose. Alors, il me semble qu'on avait abordé d'autres évolutions autour de ce projet-là, notamment des projets avec l'école, développer aussi la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux points-là? Oui, alors pour les écoles, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est construire des projets, on va dire, sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas de recevoir une école et de proposer une activité et puis une activité entre guillemets sans lendemain. C'est de proposer des projets qui vont se construire, voilà, où les écoles vont pouvoir revenir avec un projet qui continue à chaque fois, où les enfants sont amenés à réfléchir sur des thématiques. Et donc là, on est en train de développer un projet avec une école, par exemple, sur le thème des animaux. Voilà. Donc, on essaie en fait de faire à la fois le lien avec la microfolie et les écoles, mais aussi avec la thématique du village qui est l'illustration. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on essaie vraiment de mettre en lien tous les acteurs du village, à savoir que donc, dans le cadre de cette école, l'idée est aussi de faire des ateliers aux enfants avec des artisans qui se trouvent également dans le village de Saran. Donc, c'est plus seulement la microfolie, c'est de mettre tout le monde en lien, proposer vraiment une activité sur la journée, à savoir qu'à Saran, l'un des problèmes, enfin, Saran et dans le Gers, c'est aussi le coût du transport pour les groupes pour venir. Donc, l'idée, c'est que les groupes puissent venir sur la journée pour, on va dire, entre guillemets, rentabiliser le transport, pas venir sur une demi-journée et finalement faire que de la microfolie, mais pouvoir explorer au maximum tout ce qu'il y a à faire à Saran. Donc ça, c'est pour les écoles. Après, l'idée, c'est de développer aussi d'autres projets avec, par exemple, les collèges, les lycées. Voilà. Et puis, au niveau de la réalité virtuelle, là, il y a des projets effectivement qui sont en cours. On a la chance ici à Saran d'avoir 8 casques de réalité virtuelle avec des contenus qui sont notamment fournis par Arte et le Louvre. Mais notre idée aujourd'hui, ce serait de développer nos propres contenus de réalité virtuelle en partenariat avec une boîte qui fait de la réalité virtuelle à Cologne. Donc Cologne, c'est un petit village qui est à 10 minutes de Saran. Et l'idée, c'est que que tous ensemble, on puisse créer des contenus en lien finalement avec l'illustration, avec aussi le patrimoine, l'histoire, en réalité virtuelle. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye, comme l'a dit Sacha, de lier ce qui se passe à Saran et ce que l'on peut faire à la microfolie. Et il y a par exemple une salle d'exposition où il y a des artistes qui exposent régulièrement des œuvres. Donc, lorsqu'ils exposent, on peut faire des conférences au sein de la microfolie en lien avec le thème qu'ils exposent. Ensuite, il y a par exemple un marché des potiers. C'est un week-end annuel au mois d'août. Et on prévoit une conférence et une thématique pendant ce week-end sur la poterie et l'artisanat lié à ce type d'activité. Voilà, chaque fois avec des œuvres que l'on peut trouver dans les collections nationales ou avec d'autres œuvres. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou une envie de partager un projet similaire? Alors déjà, j'ai vu une question dans le chat et je me permets d'y répondre. Le nom de l'entreprise à Cologne, ça s'appelle Le Temps d'un voyage. Donc, ils font des contenus de réalité virtuelle, mais ils proposent aussi, alors notamment auprès des EHPAD, ils proposent en fait des contenus de réalité virtuelle pour faire voyager les personnes âgées. Alors, à la fois au travers de la réalité virtuelle, et puis en fait, à côté, ils essaient de mettre en place des systèmes d'odeur, de toucher, pour que les gens aient vraiment l'impression de voyager. Voilà. Et, je crois qu'ils ont un site web où vous pouvez aller voir. C'est un super projet. Bravo, je ne connaissais pas, mais c'est magnifique. Moi, en tant qu'ancienne institutrice qui vient de démissionner, je trouve ça super. Vous avez démissionné trop tôt.
Ou alors, faites en sorte qu'il y ait une microfolie dans le village où vous allez arriver. Bah, ça m'inspire. Merci Alain. Peut-être on peut basculer sur le dernier intervenant, Elsa. Oui, merci beaucoup, merci pour la présentation. Du coup, je prends le relais avec Léo de Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Léo, si tu es toujours là, si tu m'entends, si ton micro marche, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi en quelques mots l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant? Tout à fait. Donc, moi, je suis Léo Anselme. Donc, je vous mets dans le chat. En même temps que je vais parler, je vous enverrai des choses dans le chat pour que vous compreniez un peu notre activité. Donc là, je vous envoie l'équipe. On est une équipe de 11 salariés. Donc, moi, je suis chargé de mission politique publique et territoire. Notre structure est une association régionale, donc avec un conseil d'administration, voilà, etc. 330 adhérents. Et on est soutenu par le ministère de la Culture, donc la DRAC, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. On intervient bien sûr sur toute la région, mais comme on organise des focus un peu comme celui d'aujourd'hui, bien sûr que les gens peuvent s'inscrire d'autres régions de France à ce que l'on organise. Toutes nos activités sont absolument gratuites. Alors on intervient à la fois en accompagnement des acteurs culturels, donc notamment du spectacle vivant, dans toutes leurs questions juridiques, administratives, leur montage de projets, voilà, alors soit sous forme d'entretien individuel en présentiel ou au téléphone, soit dans le cadre d'ateliers, soit dans le cadre de dispositifs d'accompagnement où on étudie le fonctionnement de leur structure. Voilà, ça c'est un aspect, là je vais assez vite parce que j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais j'ai fait un document et je pense qu'on vous l'enverra sans doute avec la visio. L'autre aspect, donc, c'est auprès des collectivités publiques. Donc, ça, c'est plus mon rayon et de ma collègue aussi, Marie Richard. Donc, notamment à la demande de la DRAC à l'origine, on a travaillé pour accompagner les territoires intercommunaux qui signaient des conventions territoriales d'éducation artistique, donc avec la DRAC, et on a mis en place à la fois des rencontres professionnelles donc en milieu rural sur des thématiques qui concernent justement les projets culturels en milieu rural, par exemple la jeunesse, comment associer la jeunesse, comment mettre en œuvre les droits culturels, comment bien accompagner l'itinérance artistique sur les territoires, comment faire coopération, comment faire participer les habitants. Ça, c'est toutes des thématiques qu'on organise en milieu rural, dans des salles qu'on nous met à disposition. À côté de ça, on organise des fabriques de territoires, là, qui sont des ateliers plus restreints, qui sont destinés principalement, mais pas que, aux agents de développement des intercommunalités qui ont une mission culturelle. Voilà. Donc là, c'est plus des ateliers de travail collectif, là aussi sur des thématiques. Comment on évalue son projet à l'échelle d'une intercommunalité, comment on accompagne les artistes, enfin, etc. Comment on travaille mieux avec son élu. Voilà, c'est tout des thématiques qu'on organise. Donc, on a 2000 participants chaque année, 80 actions. C'est gratuit, tout est gratuit. Donc, on a un quart en gros de collectivités d'interco. Tout le reste sont plutôt des acteurs culturels qui sont donc soit des compagnies de théâtre, soit des ensembles musicaux, soit des structures de production, soit des festivals. Voilà, des structures aussi comme les MJC, enfin, etc. Donc, 80%, 88% appartiennent, j'ai regardé un peu les statistiques, à la région, à notre région. En ce moment, on travaille beaucoup sur la question de l'éco-responsabilité. Donc, on organise des ateliers sur comment porter un festival éco-responsable. Nous-mêmes, on est en train de faire notre bilan carbone avec 8 structures du spectacle vivant. Donc, ça, c'est des thématiques qui sont extrêmement demandées. Voilà. Que dire d'autre? On édite aussi un nombre de ressources importantes. Alors, je vais vous en mettre dans le chat. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on s'est rencontrés, j'ai découvert que sur votre site internet, c'est une mine d'or de ressources il y a énormément de choses, en ligne à disposition gratuitement. Donc, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques exemples Alors, moi, par exemple, quelques exemples. Donc, on édite trois fois par an une lettre des territoires qui accompagne aussi ce qu'on appelle un scoop it territoire que j'actualise toutes les semaines avec des articles qui portent à la fois sur
la culture en milieu rural, mais aussi tous les dispositifs portés par la NCT, 1000 cafés, enfin tout ça, toutes ces choses-là qui sont mises en ligne. Donc cette lettre, elle est envoyée à ceux qui souhaitent s'inscrire sur notre site gratuitement. Et donc tout au long de l'année, je rajoute des articles de veille de territoire. On organise donc aussi, on fait des fiches pour les élus. Donc ça, en partenariat avec 2 autres agences régionales, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous mets le lien là, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai envoyé, ce n'était pas très clair. Donc, ce sont des fiches de B à bas, on va dire, pour les élus qui viennent d'être nommés, qui ne connaissent pas, notamment en milieu rural, puisqu'on le fait avec l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, qui ne connaissent pas les bases, comment on organise un spectacle dans son café, comment on rémunère un artiste. J'ai entendu parler de tout ça tout à l'heure, donc avec le Guzo, etc. Comment on transforme une salle polyvalente en salle de spectacle, comment on organise une exposition d'art contemporain. Voilà. Donc, on a déjà une vingtaine de fiches que vous retrouverez donc sur le site, ce que j'ai envoyé dans le fil d'actualité. Elles ont beaucoup de succès. On édite aussi un atlas du spectacle vivant de notre région qui recense au travers d'une 50aine de cartes détaillées et avec le listing de tous les acteurs, quels sont les acteurs dans le domaine de la danse, des arts de la rue, de la musique actuelle, etc. Et puis, on fait aussi de nombreuses fiches expériences, puisqu'on organise chaque année un forum entreprendre dans la culture. Et on met en avant des expériences originales sur toute la région, beaucoup en milieu rural, mais pas que, bien sûr, parce qu'on a aussi en milieu urbain. Alors, bien sûr que nous, nos activités se répartissent un peu sur le territoire, donc pour donner des sources d'inspiration à d'autres acteurs culturels qui voudraient développer des actions. Alors, prochainement, on va organiser justement avec 1000 cafés, donc je vais vous mettre le lien là aussi, parce que c'est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va en matinée donc faire un webinaire autour de 1000 cafés avec les témoignages. Alors, tout n'est pas encore inscrit sur le site, mais avec des témoignages aussi d'élus. Donc, comment 1000 cafés peut aider à la création dans les villages de cafés. Et l'après-midi, donc là, on fera en complément, alors plutôt pour les structures qui sont déjà existantes, parce que j'entendais qu'il y en a qui posaient des questions justement, comment on rémunère un artiste, etc. Donc, ça sera l'après-midi, toutes les clés à connaître, à la fois en termes de sécurité, de rémunération, le GUSO, on le fait avec Pôle emploi service, qui est justement le GUSO, et nos chargés de mission en interne. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Tous les aspects liés, pour être un petit peu dans les clous, même si on sait que beaucoup travaillent au chapeau, on comprend bien, on n'est pas là pour faire la morale, etc. Enfin, on attire l'attention sur les aspects, qu'est-ce que c'est que la licence d'entrepreneur, à partir de quand il faut l'avoir. Voilà, donc ça c'est dans un mois exactement, hein. C'est un peu le hasard, on a fait deux actions avec 1000 cafés à un mois d'intervalle. Voilà un peu des actions. Et puis, par exemple, aussi, on organise des visites pour les élus, qui sont réservées aux élus, qui se passent le samedi matin et qui mettent en avant un lieu original en milieu rural. C'est toujours en milieu rural. Le prochain, donc ça sera dans le Cantal. Ce sont deux granges, c'est ce que je vous ai envoyé là dans le chat, 2 granges qui ont été transformées par l'intercommunalité. Donc à Vic-sur-Serre, une partie qui est sociale, comment on dit, work café, enfin, etc. Et puis toute notre partie qui est culturelle, etc. Donc là, c'est réservé aux élus. On organise la visite avec l'élu local. On organise un pot, un buffet, enfin, etc. Et ce sont les élus des intercommunalités environnantes qui viennent voir cet équipement. Là aussi, parce qu'on sait que les élus aiment bien s'inspirer d'expériences existantes. Voilà quelques éléments et je peux vous indiquer que, bien sûr, nous, on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Déjà, pour toutes celles et ceux qui ont l'air d'être un peu restés sur leur faim parce que ça va un peu vite, je vous invite à participer je suis désolé, comme c'était jusqu'à 14h. Pas de souci. À participer à l'événement que vous faites avec 1000 cafés pour en apprendre un peu plus sur ce dispositif-là. Je vous mets aussi dans le chat le lien vers le calendrier où il y a toutes les actions que vous mettez en
place avec l'agence, parce que là, tu nous as sont pas donné un encore ou deux toutes exemples, jusqu'à mais présent. en fait, il y a vraiment plein de choses. Et du Donc, coup, il y a d'autres effectivement, agences, pour c'est ça, c'est ce que terminer, il y a pour celles et ceux qui ne sont pas en je Auvergne-Rhône-Alpes. vous en ai mis 3 avec qui on travaille régulièrement, donc Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et PACA. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres. Alors, toutes les agences ne font pas la même chose, hein, ça dépend aussi des financements qu'elles ont et du tissu local. Voilà, nous, on est très orienté territoires ruraux, hein, on va dire peut-être la plus orientée. Et puis, vous avez donc un regroupement d'agences qui s'appelle la collaborative, qui réunissent d'autres structures régionales, qui sont des associations aussi, mais soutenues principalement par leur propre région, et qui aident, elles aussi, à la diffusion de spectacles. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on ne reverse pas d'argent, hein. Toutes nos activités sont gratuites, mais on ne reverse pas. Donc, cette collaborative réunit Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, Bretagne et Grand Est. Donc, c'est aussi une structure intéressante. Et puis, pour conclure, avant des questions, c'est un peu rapide, vous en avez dans d'autres secteurs. Par exemple, donc dans le livre, vous avez toute une fédération nationale qui regroupe toutes les agences régionales autour du livre, qui peuvent aider les auteurs, des salons. Voilà. Donc, vous aurez toute la liste là-dessus des agences. Nous, on travaille énormément avec notre agence régionale. Par exemple, la prochaine rencontre professionnelle qu'on organise en milieu rural le 2 juin prochain, qui va porter sur les projets culturels de territoire, on la monte avec Auvergne-Rhône-Alpes, livre et lecture. Alors, contrairement à ce que indiquent nos noms, on n'est pas lié à la région directement, mais on est des associations, hein, mais voilà, soutenues fortement par la région. Et dans le document que je joindrai, il y a aussi des organismes nationaux que j'ai indiqués, mais bon, je ne vais pas vous assommer avec des tas de trucs, mais il y en a dans la danse, la musique, le théâtre à Paris, qui peuvent aussi vous donner des conseils juridiques et autres, vous donner des ressources pour programmer. Voilà. Voilà, en gros, je suis allé un peu vite, je suis désolé. Je rappelle, tu l'as dit au début, mais que aussi tout ce que vous faites, notamment en ligne, ce n'est pas réservé aux gens qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes et que s'il y a d'autres personnes ailleurs qui veulent en profiter, c'est ouvert, c'est gratuit. Voilà, tout est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur notre site et vous recevrez notre lettre hebdomadaire qui indique toutes les nouvelles actions qu'on propose au fur et à mesure. Léo, comment dire, ton site, c'est Spectacle Vivant, c'est ça? Alors, c'est Auvergne. Alors, je vais le renvoyer peut-être pour que ce soit plus clair. J'ai dû zapper quelque chose. Parce qu'au début, c'est vrai que je vous ai mis l'équipe. Merci. Pour que vous ayez des têtes à voir. Mais... Est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être prendre le temps de 2 ou 3 questions. Allez-y. Bon, c'est plus institutionnel que les exemples qu'on a entendus, hein, mais bon. Justement, nous, on recherche là, pour notre journée du 24 à faire... connaître notre structure pour les cafés, les tiers-lieux. On travaille beaucoup avec les tiers-lieux, les granges culturelles, les restaurants, parce que ça se développe beaucoup, et notamment avec la crise de la pandémie. Vous savez que le spectacle a été très, très, très impacté. Donc, les artistes traversent de grandes difficultés et ils recherchent de plus en plus de lieux non forcément adaptés au spectacle, mais qui peuvent accueillir leurs prestations. Voilà. Merci Léo pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on a 1 ou 2 questions? Oui, puis je vous enverrai le document. Non, pas d'autres. Ouvrez votre micro. Merci Léo, en tous les cas, il y a des gens qui te disent. Voilà. Sophie Le Gall, 1000 cafés. Merci. Bon, écoutez, en tous les cas, oui, c'était dense en effet. Beaucoup de projets, on le voit. Merci Elsa pour cette animation. Merci Morgane. Merci beaucoup. Merci à Sophie, Audrey, Alain, Sacha, Léo pour votre intervention. On voit que j'en discutais en aparté avec Jean-François Poli, le maire, ici, qui se disait ça regorge d'initiatives culturelles, nos territoires. C'est quand même extraordinaire et on a une richesse absolument fantastique dans nos territoires. Et on découvre à chaque fois plein de choses. C'est tout ça l'enjeu de ces cafés de campagne. Merci infiniment d'être là. Je vous donne rendez-vous le 24 mars prochain sur un café de campagne qui va traiter des questions de jeunesse. Comme nous sommes tous plus ou moins jeunes, en tous les cas jeunes depuis plus longtemps que d'autres, c'est une question qui nous concerne tous. Donc j'espère, vous allez voir, il y a des intervenants extrêmement intéressants
ça va être riche. Donc, je vous donne rendez-vous le 24 mars prochain. Je vous remercie vraiment très chaleureusement. Puis je remercie vraiment nos amis corses pour l'accueil que l'on a eu. J'ai vu qu'il y en avait un peu partout, là, des différents endroits. Brandon Andréani, qui est notre collègue ici en Corse, remercie vraiment de l'accueil que l'on a eu, puis l'accueil que l'on a eu aujourd'hui dans ce merveilleux village. Venez en Corse et venez l'hiver en Corse. Venez l'hiver parce que c'est un territoire extraordinaire et là, les relations avec nos amis corses sont plus fortes encore que l'été. C'était un beau territoire. J'ai coutume de dire que ce sont les Pyrénées dans la Méditerranée et ce n'est pas complètement faux. Et voilà, en tous les cas, les gens ont un cœur énorme. Un grand merci, Jean-François, pour ton accueil. Un grand merci aux équipes de la mairie qui nous ont accueillis, avec lesquelles on a mangé à midi. Un grand merci à nos 3 volontaires qui ont fait un travail remarquable sur ce beau village. Et puis, donc, rendez-vous à toutes et à tous le 24 mars sur les questions de jeunesse. Elsa, jingle. Après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec Insit. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention. Et on reste soudés. On se retrouve le 24. Adi Shatzla, comme on dit chez moi. Merci.